Merci à tous de participer à ce webinaire. Je vais tout de suite donner la parole à Lamine pour qu'il puisse vous parler du contexte et des raisons pour lesquelles on vous a invité à faire des recours massifs. Merci Aude, merci Bertrand, merci la team FHP pour l'organisation de ce webinaire et puis surtout la mobilisation forte, très forte que je ressens sur les territoires face à cette agression, je dirais, historique de la part du gouvernement. Alors bien sûr, on cible tous le ministre délégué à la Santé, mais je pense que c'est l'ensemble du gouvernement qui a une position très dure vis-à-vis du secteur privé, du secteur libéral, de la médecine libérale également. C'est pour cela que nous nous sommes très rapidement rapprochés des syndicats de spécialistes médicaux, des syndicats médicaux, pour pouvoir monter cette grande action de revendication et de restauration, je dirais, de l'équité et de la complémentarité que nous portons depuis maintenant 5 voire 6 ans. Alors, bien sûr, le point d'orgue de notre manifestation sera cette grève du 3 juin, donc grève annoncée en conférence de presse la semaine dernière avec l'ensemble des syndicats médicaux, les 6 syndicats médicaux représentatifs. Donc, comment ça va se passer? Grève totale, arrêt des activités, 3, 4, 5 juin. 3, 4, 5 juin. Arrêt total des activités, y compris l'obstétrique. On a écarté la dialyse, car la dialyse, s'il n'y a pas de soins, je dirais, réguliers toutes les 48 heures, il y a un risque vital pour le patient. Donc la dialyse est écartée de ce mouvement. Mais toutes les autres activités sont concernées. Comment ça va se passer concrètement? À partir du 15 mai ou du 20 mai, en fonction de vos plannings opératoires, des programmations de toute la chirurgie 3, 4, 5. Des programmations sur 3 jours qui pourraient être renouvelées, c'est important de le dire, en fonction des avancées et des discussions que nous pourrons avoir avec le gouvernement. Donc, à partir du 15 mai, déprogrammation totale de l'activité de chirurgie et bien sûr aussi de médecine, médecine interventionnelle ou même médecine clinique. Les urgences seront fermées du 3 au 9 juin, donc plus longtemps que l'activité de chirurgie réglée. Et dès le week-end précédent, 1er et 2 juin, ralentissement très fort des hospitalisations dans nos services afin que le lundi, ce soit clinique morte. Voilà, en gros, ce qui a été décidé sur l'opérabilité qui vous sera confirmé, bien évidemment. Je vous invite d'ores et déjà, hier, il a été adressé via le flash à ma signature, il a été adressé la lettre type que vous devez envoyer à vos ARS pour annoncer que vous rentrez dans le mouvement de grève. Également sont inclus dans ce mouvement de grève les établissements de SMR et de psychiatrie. Alors bien sûr, on ne va pas vider nos établissements de SMR et de psychiatrie. Par contre, nous vous demandons ces 3 jours, 3, 4, 5, qu'il n'y ait pas d'entrée dans nos services, afin, bien sûr, d'emboliser ou de pénaliser ceux qui, aujourd'hui, touchent encore plus d'argent pour ne pas travailler. Vous voyez très bien à qui je fais allusion. D'ailleurs, la FHF va sortir dans les prochains jours une tribune reprenant mes mots et s'indignant de notre mouvement. Donc ça, c'est la face, je dirais, visible, immédiate de notre réponse à cette iniquité de traitement. Je ne reviendrai pas sur le 0,343 ou 0,444, peu importe, c'est 4% d'écart. Cela représente 500 millions d'euros pour la branche. 500 millions d'euros pour la branche. Donc la revendication de la fédération est simple et je vous demande de la reprendre, c'est l'équité via une enveloppe de 500 millions d'euros sur l'année 2024, donc dans les prochains jours et les prochaines circulaires. Pardon, il est effectivement impossible de revoir et de reprendre la campagne tarifaire parce qu'elle est inscrite dans le marbre et il y a déjà assez de retard. Et de toutes les façons, vu le temps que les arbitrages ont pris, j'avais aucun espoir qu'il y ait une nouvelle campagne tarifaire. Donc, on demande pour 2024 une enveloppe de compensation à l'euro près de l'équité pour avoir l'équité avec le service public hospitalier, donc la FHF, 500 millions d'euros. Et parallèlement, la revendication des médecins libéraux, c'est la même enveloppe pour, je dirais, revaloriser leur convention médicale qui, vous le savez, est aujourd'hui en discussion avec l'assurance maladie, convention médicale qui doit être signée. Mais l'ensemble des syndicats médicaux ont quitté la table des négociations pour pouvoir, avec nous,
faire force dans notre mouvement de grève total et dur, vraiment dur, 3, 4, 5 juin. Aujourd'hui, Aude et Bertrand vont vous parler de l'aspect juridique qui est tout aussi important, qui s'inscrit dans un temps moyen et plus long. Donc, il y a trois actions juridiques qui vont vous être développées. Le premier, des recours nationaux devant le Conseil d'État, ça c'est important de le porter. Des recours, et là j'ai besoin de vous, des recours individuels portés par tous les établissements devant le TITSS à l'encontre des arrêtés euh, qui seront notifiés concernant la campagne tarifaire 2024. Donc, recours individuel de tous les établissements. Et on réfléchit également à une action devant l'autorité de la concurrence, parce que là, la concurrence, elle n'est plus respectée, elle n'est plus équilibrée. Et on réfléchit également, mais je pense que le comité exécutif va porter ma revendication qui n'était pas la même il y a quelques semaines, vous le savez, ce serait, mais vu, je dirais, les difficultés actuelles dans lesquelles le gouvernement nous plonge, nous nous autorisons à déposer une plainte devant la Commission européenne. Donc, trois actions, recours nationaux devant le Conseil d'État, recours individuel et recours sur l'autorité de la concurrence et également au niveau de la Commission européenne. Aude et Bertrand vont vous expliquer tout cela. Je compte sur vous, mais je sais que vous êtes présents. Je sais que vous êtes, comme moi, indignés par cette maltraitance institutionnelle et gouvernementale. Juste deux chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres longs, mais qui montrent, je dirais, cette disparité flagrante et inacceptable aujourd'hui. Sur 2023, les hôpitaux publics ont perçu 1,2 milliard de garanties de financement, 1,2 milliard. Nous avons perçu, au titre de la branche FHP, 200 millions, 200 millions, mais les hôpitaux publics 1,2 milliard, auxquels il faut rajouter 480 millions d'euros de sous-exécution qui ont été versés. Donc, ce n'est pas, je dirais, une sous-exécution qui est reportée dans l'effet volume suivant. Non, c'est de l'argent qui a été versé aux hôpitaux, plus une aide exceptionnelle de 350 millions d'euros en fin d'année, en début d'année. Et nous avons perçu, je vous le rappelle, sur cette aide, 75 millions, donc 15% de l'enveloppe, alors que nous réalisons 35% d'activité. C'est plus de 2,2 milliards qui ont été donnés aux hôpitaux publics pour ne pas travailler, pour ne pas travailler. Donc, ça devient totalement inacceptable, totalement déraisonnable. C'est un non-sens économique, un non-sens médical. C'est pour ça que nous sommes extrêmement l'ensemble des acteurs de la profession. Et merci pour vos témoignages nombreux, vos encouragements nombreux, vos initiatives locales également. Je tiens à les souligner, à vous remercier pour chaque action, chaque communiqué de presse, chaque article, chaque conférence de presse. Vous êtes très nombreux à vous mobiliser sur l'ensemble des régions et j'en suis ravi. Comme je dis toujours, ça doit partir de la base. La FHP est un catalyseur. Nous avons bien sûr nos relais et nous les utilisons fortement, mais c'est la base qui doit aujourd'hui monter au créneau, tous ensemble, pour pouvoir faire entendre raison à ce gouvernement dont je ne m'explique pas la volonté. Si ce n'est de dire, et il faut que vous le sachiez, qu'ils pensent en haut lieu, comme à l'époque, on pensait que réduire le nombre de médecins réduirait la dépense de la sécurité sociale. Ils pensent que si les cliniques ferment, si des services ferment entiers au sein de notre branche, eh bien, ça donnera plus de travail à l'hôpital public qui en demande. Donc voilà, c'est le monde à l'envers. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement soucieux, extrêmement motivés pour faire valoir nos droits qui sont simples. C'est l'équité public-privé pour l'ensemble des patients qui nous font confiance tous les jours de l'année. Et je suis fier de porter ce combat avec vous parce qu'il n'est d'autre initiative que de le gagner. Merci pour votre attention. C'est toujours difficile de parler devant une caméra, je dirais, voilà, sans avoir votre retour et vos réactions et aussi vos sourires, parce que je sais que malgré tout, nous gardons le sourire parce que nous faisons tous au quotidien un des plus beaux métiers du monde, c'est celui de prendre soin des autres. Voilà, je vais malheureusement devoir vous quitter. J'ai un vol à 11 heures. Je suis sur Paris aujourd'hui où nous avons des rendez-vous, bien sûr, pour faire entendre et valoir nos droits.
nous reviendrons vers vous très rapidement sur l'opérabilité de cette grève. Mais déjà, je vous le rappelle, déprogrammation à partir du 15 ou du 20 mai en fonction de vos plannings opératoires et pas d'entrée SMR, pas d'entrée en psychiatrie sur 3, 4, 5 juin. Merci Aude, merci Bertrand, je vous laisse et puis à très vite pour la suite de notre combat. Merci, Lamine. Alors, je vais partager la présentation. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est parfait. Merci. Donc, comme Lamine vient de vous le présenter, les annonces récentes nous ont conduit à décider un plan d'action FHP 2024 plus offensif. Celui-ci comprend un grand nombre de recours qui permettront d'attirer l'attention, notamment sur les inégalités de traitement qui existent entre les établissements publics et privés. Et ainsi, nous porterons, comme Lamine l'a dit, nos actions sur 3 niveaux. Au niveau national, avec le Conseil d'État, des recours qui seront portés par la Fédération devant le Conseil d'État. Au niveau local, avec des recours portés par les établissements devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les TITSS, et devant les autorités de concurrence nationales ou européennes. Donc, ces actions vont permettre d'appuyer ou de renforcer les moyens juridiques et les demandes qui seront portées à chaque niveau de recours. En effet, que l'on soit devant la juridiction administrative ou devant les autorités de concurrence, ce sont bien les inégalités de traitement qui vont être mises en exergue sur le terrain de la rupture d'égalité en droit administratif ou sur celui des distorsions de concurrence en droit de la concurrence. L'objectif de cette stratégie est d'augmenter très rapidement et fortement le niveau de pression auprès des pouvoirs publics. Alors, Lamine a dit que, on allait décliner tous ces niveaux de recours dans le webinaire, mais en réalité, on va juste se concentrer sur les recours qui sont à votre main, c'est-à-dire les recours individuels qui seront portés devant les TITSS. Et ce webinaire vise vraiment à vous expliquer comment déposer votre recours et à vous accompagner dans les requêtes qui seront faites contre la campagne, contre la déclinaison de la campagne 2024. Ce niveau individuel constitue une brique essentielle de la stratégie juridique qui vient de vous être présentée. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité mettre à votre disposition des recours types pour que les recours soient plus faciles à engager. Les recours, ces recours qui pourront être déposés massivement vont nécessiter des réponses des ARS dans des délais particulièrement contraints, puisqu'on reviendra sur la procédure devant le TITSS, mais elle est beaucoup plus courte qu'une procédure devant une juridiction administrative classique, on va dire. Et donc, ça nécessitera que l'ARS produise des mémoires en défense dans une période pendant laquelle elle doit mettre en œuvre la réforme des autorisations et s'occuper de la préparation des JO. Voilà, donc, il apparaît essentiel que vous soyez mobilisés pour participer au dépôt de ces recours. Donc, la présentation sera diffusée à tous. Une notice de remplissage des recours a également été préparée afin de vous accompagner sur la manière de les remplir. Donc, elle reprendra les éléments qui sont présentés dans le cadre de ce webinaire. Et dans cette notice, il y aura également un certain nombre de courriers types qui vont accompagner le recours ou permettre de faire une relance au tribunal pour que les délais soient respectés, etc. Donc, je vous rappelle que compte tenu du nombre de participants, il n'est pas possible d'intervenir à l'oral, mais vous pouvez le faire via le chat ou poser vos questions sur la partie questions-réponses. Nous ferons régulièrement des pauses pour pouvoir prendre le temps de répondre aux questions. Donc, du coup, là, ça va séquencer de la manière suivante. On va d'abord voir ensemble les grands axes de ces recours et la manière de les préparer qui a été retenue par la FHP. Ensuite, on fera une petite pause. Ensuite, on verra quelles sont les décisions à contester, puisque là, ça peut paraître un petit peu obscur pour le moment et on fera une deuxième pause. Ensuite, nous verrons les principales règles de saisine du tribunal. Quel tribunal saisir? Donc, quel est le tribunal compétent en fonction de l'endroit où vous êtes situé, où votre établissement est situé? Qui peut le saisir et dans quel délai? On fera une troisième pause. Ensuite, nous verrons les conditions et modalités de saisine, puisqu'il y a des conditions particulières qui tiennent à la procédure devant les TITSS. Encore une pause. Ensuite, une partie sera consacrée à la rédaction de la requête elle-même, en précisant ce qu'elle doit nécessairement comporter.
Voilà. Dès à présent, je vous précise qu'il faut faire devant le TITSS pour que ce soit recevable, il faut une demande chiffrée. Et donc, on va vous proposer une méthode aussi de calcul, d'évaluation de la demande. Et enfin, on fera un petit point sur l'instruction de la requête. Donc, une fois que vous avez déposé votre requête auprès du tribunal, comment se poursuit l'instruction jusqu'à l'audience. Alors, plus précisément, nous allons contester alors, au niveau de ce qui est coordonné par la FHP au niveau national, nous allons contester tous les arrêtés individuels qui viennent en déclinaison de la campagne tarifaire 2024, dont on conteste, comme l'a expliqué Lamine, avec les actions qui sont prévues, de caractère particulièrement inique. Les arrêtés individuels ne sont à ce jour pas encore notifiés, hormis celui qui concerne le coefficient honoraire pour le SMR. Et nous avons néanmoins commencé à travailler avec 2 cabinets d'avocats sur des trames de recours afin de soulever des moyens communs aux champs MCO, SMR et PSI. Ainsi, tous les recours comporteront des moyens qui auront trait à l'inégalité de traitement des mesures salariales et à l'absence de financement de l'inflation. Alors, nous préparons également, puisqu'il y a des particularités qui sont propres à la mise en œuvre des réformes du financement de la PSI et du SMR, donc des moyens spécifiques sur les champs SMR et PSI. Je pense notamment au non-financement des extensions d'activité ou des nouvelles autorisations, donc à l'effet champ. Ainsi, 4 recours types seront proposés, un en MCO, 2 en SMR et un en PSI. Donc, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit en fait, mais les délais sont particulièrement contraints devant le TITSS, puisque le requérant ne dispose que d'un mois à compter de la notification de l'arrêté pour déposer son recours. En principe, en procédure administrative classique, c'est 2 mois, mais là, il n'y a qu'un mois. Donc, comme vous l'avez vu, on a une stratégie au niveau de la FHP de mise en pression assez forte des pouvoirs publics. Et donc, il a été proposé de ne pas faire de recours gracieux. Donc, si on fait un recours gracieux, on a un mois pour le faire de la même manière. Ensuite, l'administration a 2 mois pour nous répondre et on a de nouveau un mois pour saisir le tribunal. On a choisi de ne pas faire cette première étape et d'aller directement au contentieux devant les TITSS pour gagner 3 mois. Compte tenu des enjeux, nous avons souhaité travailler avec 2 cabinets différents pour avoir des visions un petit peu différentes et des moyens différents et pouvoir, après, à notre niveau, faire une synthèse des meilleurs moyens qui pourront être soulevés. Voilà, par exemple, là, aujourd'hui, ils ont pour mission de nous produire une première trame sur les éléments communs à l'ensemble des champs que j'ai évoqués tout à l'heure, donc inégalité de traitement salarial et non-financement de l'inflation. Mais là, on voit déjà que le fait d'avoir 2 cabinets différents qui travaillent, il y a des initiatives un peu différentes. Il y en a un qui a pu proposer donc justement la notice dont je parlais tout à l'heure pour remplir les recours, donc sous la forme d'un kit recours avec même des courriers pour accompagner les requêtes et les différents moments de la procédure. Et puis, il y en a un autre qui a proposé de créer une adresse mail un peu générique pour pouvoir faire un petit peu hotline ou servir aux établissements s'il y a des questions. Donc, comme je viens de le dire, nous réalisons une synthèse au niveau de la FHP de ces 2 recours pour proposer un même recours type à l'ensemble des adhérents. Alors, un même recours type, mais avec quand même des spécificités sur chacun des champs. Et l'objectif, en fait, c'est que vous soyez le plus autonome possible dans le dépôt et la préparation de ces recours. Néanmoins, on est conscient qu'il peut y avoir des difficultés sur justement cette procédure qui est un peu particulière. Et nous avons conclu avec chacun des cabinets une convention cadre proposant des forfaits de suivi individualisé de ces recours. Donc, nous avons retenu 2 cabinets. Donc, il s'agit d'abord du cabinet Mussier Avocat, donc, qui est un cabinet spécialisé en droit de la santé et spécialement sur ces questions de financement. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et donc là, vous voyez les avocats qui seront mobilisés sur ces recours. Et nous avons également souhaité travailler avec le cabinet Cormier-Badin à Police, pareil, qui est spécialisé en droit de la santé et aussi sur ces questions de financement. Voilà, je pense que vous le connaissez aussi. Il n'y a pas de surprise sur les cabinets retenus. Et donc là, ce sont les forfaits qui seront proposés. Donc, il y aura un forfait relecture de la requête, un forfait réplique et un forfait accompagnement à l'audience et rédaction éventuelle d'une note en délibéré. Donc, on va faire une première pause
Je ne sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Quelques-unes, peut-être. Pas pour le moment, Aude. Pas pour le moment, tout est parfaitement clair, donc tout va bien. Donc on continue. Donc ensuite, un premier point sur les décisions qui seront contestées. Donc en MCO, vous allez recevoir un arrêté notifiant les MIG, les HAC, les dotations urgence. Alors, pas tous les établissements ne recevront cet arrêté. Ceux qui n'en reçoivent pas, évidemment, ils ne pourront pas faire de recours. Donc pour ceux qui en reçoivent un, ils pourront le contester. Ensuite, en SMR, il y aura d'une part l'arrêté portant fixation du coefficient relatif aux honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux, donc qui est déjà notifié, lui. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les régions ou dans quelques régions seulement, mais ça, Véronique pourra nous le dire tout à l'heure. Et en psy, l'arrêté notifiant les dotations fil-actives, notamment les dotations fil-actives et populationnelles pour 2024. Ah, j'ai oublié l'arrêté SMR, pardon, il y en a deux en SMR du coup. L'arrêté notifiant les dotations du nouveau modèle de financement, dont la dotation populationnelle pour 2024, et en psy, l'arrêté notifiant notamment les dotations fil-actives et populationnelles pour 2024. Alors, il y a quelque chose qui est important de rappeler, pardon, voilà, qui est important de rappeler, c'est que les recours ne remettront pas en cause les dotations qu'on ne souhaite pas contester. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'on nous a posé la question, par exemple, si sur mon arrêté MIGAC, MCO, j'ai une HAC Ségur qui m'est plutôt favorable, de toute façon, moi, je ne demanderai pas au juge de se pencher sur cette dotation. Quand je vais le saisir, je vais lui demander de regarder cet arrêté et de compléter les financements qui manquent sur l'inflation et sur le non-financement de l'avenant 33. En fait, je vais contester l'arrêté en tant qu'il ne contient pas ces financements, ce qui ne remettra pas en cause les autres financements que je ne souhaite pas contester. Donc, ces décisions, je précise, donc je l'ai déjà dit, mais c'est très important que ce sont des décisions de déclinaison de la campagne 2024 qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action 2024 de la FHP. Et ça signifie absolument pas qu'il n'y aura pas de contestation des arrêtés individuels concernant les financements 2023, notamment pour ce qui concerne le SMR et la psy. D'ailleurs, les deux syndicats de spécialistes ont déjà décidé de proposer des recours types concernant des notifications d'arrêtés individuels de fin d'exécution 2023. Mais ces contestations sont directement organisées par ces syndicats. Et pour que les choses soient parfaitement claires, je vais laisser Véronique et Linda vous présenter les recours envisagés sur les champs SMR et PSI en contestation des financements 2023 et non pas 2024 qui concernent donc le webinaire qu'on est en train de vous présenter. Je sais pas si Véronique est là. Bah, sinon, on commence par la psy. Linda, si tu veux bien. Merci. Oui, bonjour, ça va, vous m'entendez bien, j'espère. Oui. Donc, merci beaucoup, effectivement, merci d'organiser toute cette organisation, justement, des recours sur, euh, sur toutes ces parties de la campagne 2024. Concernant la campagne 2023, donc celle qui s'achève en ce moment et pour lesquelles vous êtes en train de recevoir vos notifications, certains les ont eues, d'autres sont encore en attente. On souhaite également accompagner les établissements qui souhaitent porter des recours puisque on a encore aujourd'hui le système de la réforme du financement de la psychiatrie n'est pas parfaitement abouti et ne permet pas une vision claire des modes de financement et de la répartition des enveloppes principalement sur la DFA. Donc, l'idée, c'est dans la même logique que celle que vient de vous présenter Aude, de vous proposer un modèle de recours contentieux concernant ces notifications. Attention, on est bien sur les notifications de la C4 2023, accompagné par un kit d'explication qui vous permet d'identifier les modalités du recours auprès du TITSS. On est sur un travail qui est mené avec le cabinet Cormier, Badin, la police. Hein, donc, c'est les mêmes hein, qui travaillent aussi avec la FHP sur ces modèles et sur ces recours. Donc, on est sur des choses qui sont assez similaires. L'objectif étant de faciliter la lecture pour vous tous et donc de permettre d'avoir une certaine cohérence dans ces projets. La difficulté qui se pose dans le cadre de cette C4, c'est que certaines régions ont déjà notifié mi-avril
Donc, on est sur des délais qui sont extrêmement courts dorénavant pour déposer. Comme l'a dit Aude, c'est 1 mois que vous avez pour déposer ces recours. On est plutôt dans une tendance à favoriser le recours contentieux directement. Cependant, pour ces établissements, ça peut être compliqué puisqu'il y a quand même un temps de rédaction de ces recours, même si on a fait au mieux pour vous proposer des maquettes les plus abouties possibles, il y a quand même des calculs, des chiffrages qui sont à réaliser au sein de chaque établissement. On sait que ça peut prendre un peu de temps, que ça peut être un petit peu lourd. Et donc, dans ces cas particuliers, on vous propose peut-être de commencer par un recours gracieux, ce qui permettra de laisser le temps, de gagner un petit peu de temps pour pouvoir déposer un contentieux derrière. On reste dans la même logique, l'objectif étant toujours d'arriver avec beaucoup de dossiers de recours déposés auprès des ARS. Et donc, le fait de passer par un gracieux dans un premier temps reste quand même un dossier à traiter de la part des ARS au milieu de tous les autres cours. Et donc, on reste dans cette logique de, à la fois leur demander de fournir des éléments de réponse sur les modalités de notification. On le sait qu'en plus, sur la psychiatrie, ils ont peu de visibilité sur la délégation de la DFA. Les calculs sont faits au national et notamment via la TIH. Même nous, au national, on a énormément de mal à comprendre comment ces calculs ont été faits. Donc, on sait que dans tous les cas, les ARS ne sont pas en capacité d'y répondre. Et donc, ça laisse le temps de monter les dossiers du recours contentieux. Euh, on aura le Merci. temps de questions-réponses peut-être après, Oui, effectivement. juste après toi et Véronique. Merci beaucoup, Linda. Je vais passer la parole, du coup, on va revenir en arrière et passer la parole à Véronique. Oui, bonjour à tous. Effectivement, sur la partie SMR, je crois que c'est encore plus compliqué qu'ailleurs, puisqu'on se retrouve avec à la fois des arrêtés qui viennent fixer pour la première fois et tout ce qui est élément de l'impact de la réforme du financement dans vos établissements, et donc les premiers éléments, mais également toute la problématique plus globale qu'a évoquée Aude jusqu'à présent, c'est-à-dire de la C1 pour 2024 et donc de tout ce qui est en lien avec la campagne tarifaire. Donc pour nous, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver parce que soit les textes ne prévoient pas, soit ils prévoient des choses, mais pour l'instant, rien n'est respecté par la manière dont ça se passe aujourd'hui. Donc pour essayer de s'y retrouver, vous avez déjà reçu, et c'est pas abordé aujourd'hui, mais vous avez déjà reçu normalement, pour ceux qui avaient demandé une régularisation de la garantie de financement pour le S1 2023, vous avez reçu votre régule dernièrement. Là-dessus, nous n'avons pas prévu de recours potentiel au niveau de la fédération. Vous avez ensuite commencé à recevoir, et Aude en a parlé, ce fameux coefficient honoraire qui s'inscrit dans la C1 2024, même si on n'a pas encore les éléments de la C1. Donc, sur ce point-là, on est en train de vous préparer une circulaire qui vous explique un petit peu tout ça et qui sera accompagnée d'un recours contentieux de type, mais également d'un recours gracieux de type. Et évidemment, il appartiendra à chacun de décider d'abord s'ils arrivent à temps à reconstituer tous les chiffres, parce que c'est jamais très simple, de partir directement sur un contentieux type auprès du TITSS, ou si jamais ils n'y arrivent pas, de pouvoir avoir quand même cette possibilité de solution de repli, de partir sur un recours gracieux. Ensuite, ce qu'on attend, alors aux dernières nouvelles, on attend tous les éléments en lien avec la C4 bis. Alors c'est nouveau, la C4 bis, on n'en a jamais eu. C'est tout ce qui est lié, ce que nous a dit le ministère, tout ce qui est lié finalement à l'impact de la réforme du financement SMR. On devrait avoir des éléments, semble-t-il, en lien avec les molécules onéreuses, en lien avec, pour 2023, en lien avec la téléréadaptation et tout ce qui est ACE définitif 2023, et notamment, et ce point est capital, on devrait avoir des premiers éléments en lien avec cette enveloppe qui a été débloquée en plus pour les établissements considérés par le ministère comme étant éligibles. Alors, qui va être éligible? Normalement, les établissements gagnants devraient commencer à toucher quelque chose par le biais de cette enveloppe. Et au cas par cas, des établissements qui notamment n'auraient pas retrouvé leur activité devraient pouvoir toucher quelque chose.
À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement, puisqu'on n'a pas de texte, ce que ça va contenir exactement. Ce qui est sûr, c'est que la question va se poser pour notamment les établissements dits perdants, de voir comment ils vont pouvoir contester cette C4 bis et sur quels moyens. Donc, dans ce cadre-là, on est obligé pour l'instant d'attendre la réception de ces premiers arrêtés, de voir comment ça va se présenter, si on a des éléments différents en fonction des ARS ou pas. Donc, de ce que nous a dit une ARS, ça commencerait à arriver, cette C4 bis, dans les établissements à compter du 10 mai prochain. Donc, évidemment, dès que ça va être réceptionné, on va faire en sorte de les récupérer au moins un par région et de vous préparer le plus rapidement possible un recours contentieux sur ce cadre-là. Bien sûr, vous aurez une circulaire dédiée avec les éléments pour vous accompagner. Et ensuite, on devrait avoir un petit peu plus tard, certainement plutôt fin mai, le fameux arrêté dotation à blanc. Alors pour ceux d'entre vous qui ont de la psychiatrie, vous en avez déjà eu un, donc vous savez comment ça se présente. Pourquoi un arrêté à blanc? Parce qu'en fait, il n'a pas de versement. Il n'a pas de versement puisque, vous le savez, il y a ce fameux mécanisme dit de sécurisation qui s'applique pour 2023, le second semestre, et pour l'année 2024 qui fait que on va vous fixer vos dotations. Alors, vous devriez avoir la dotation populationnelle 2023 dans cet arrêté à blanc, ainsi que l'ensemble des compartiments qui vont s'appliquer à votre établissement, le PTS si vous en avez, l'activité expertise si vous en avez, etc., etc. Et donc, sur cet arrêté, on attend évidemment de les voir, mais par principe, on a l'envie de tenter de vous proposer un recours contentieux type également, là encore, directement. Pour le cas échéant, ensuite, le lier avec la C1 2024 et donc votre évolution de dotation populationnelle et des différents compartiments sur 2024. En fait, nous, ce qui nous gêne, c'est que quelque part, il a beau être dit à blanc, cet arrêté, puisque effectivement, il n'y aura pas de versement en tant que tel, il a quand même un vrai impact, et notamment pour les établissements qui seront perdants, puisqu'en fait, il vient fixer la dotation populationnelle, on va dire à l'instant T0 qui va vous être allouée et qui derrière va faire que vous allez avoir votre dotation de transition qui va être basée là-dessus et la dotation populationnelle 2024 qui sera présente dans votre C1, qui sera également basée sur cet arrêté à blanc. Voilà. Ce en quoi on considère, nous, que le juge pourra entendre que finalement, même s'il n'y a pas de versement, quelque part, cet arrêté a un vrai impact dans les établissements et notamment dans les établissements perdants pour nos établissements SMR. Voilà, donc là encore, on va vous proposer un recours contentieux type pour vous accompagner au mieux dans ces différents recours. Voilà pour ma partie. Merci Véronique. Le micro est ouvert, c'est bon. Donc on va prendre quelques questions pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça permet de toutes les traiter du coup. Je vais revenir. Donc, en fait, on a une question, donc, enfin, un point d'alerte sur le coefficient honoraire. Il faut aller vite car effectivement, il y a déjà eu des notifications. C'est en cours, hein, Ouais. donc on devrait Alors, les recevoir. premières notifications qu'on a eues sur le coefficient honoraire, celles qui nous ont été transmises, datent du 22 avril pour les premiers. Donc, effectivement, vous avez en conséquence jusqu'au 22 mai maximum pour déposer. C'est d'autant plus difficile qu'entre les jours fériés, les ponts, etc., et les vacances des uns et des autres bien méritées, évidemment, ça réduit d'autant plus ce délai et du temps laissé pour remplir les chiffres. Pour être très transparente avec vous, j'étais ce matin sur le projet de flash à vous adresser. On est en train de finaliser les deux recours types. Donc, dans l'idéal, soit on vous envoie le tout d'ici ce soir, soit ce sera au plus tard jeudi matin que vous recevrez tout ça. Voilà, donc pour les premiers qui ont reçu, au plus tard jeudi, vous avez les éléments pour vous permettre de les remplir. Et des infos qu'on a, il y a encore un certain nombre de régions qui n'ont pas encore adressé ce coefficient d'honoraire. Donc, c'est vraiment en cours. Mais effectivement, pour les premiers, on a conscience que ça vous fait déjà une semaine. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous invite, pour ceux qui souhaitent en déposer, à ne pas attendre, entre guillemets, notre modèle, mais commencer déjà à préparer du mieux que vous pouvez tous vos chiffres
et notamment en lien à ce que vous avez déjà certainement contesté dans le cas de vos acomptes et dans le cas de vos V6, euh, de, 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 de vos V6 reçus, parce qu'évidemment, tout va être lié, hein. C'est-à-dire que ce que vous avez contesté dans la V6, et notamment, par exemple, ceux qui avaient considéré qu'il y avait une erreur dans les recettes historiques qui ont été retenues, bien évidemment, mais on vous mettra, hein, tout ça dans les éléments. Vous devrez non pas dans votre calcul mettre ce qui a été dans la V6, mais mettre ce que vous aviez contesté et recalculez-vous au regard de ce qui vous paraît être les bonnes recettes historiques. Donc tout ça, ça fera partie évidemment des points qu'on va mettre dans le recours type pour vous accompagner, mais sur lequel vous pouvez commencer déjà à travailler sur ces éléments-là. Voilà, on est en train aussi de réfléchir encore pour voir si vous êtes à même de mettre et déjà de remplir, par exemple, les séjours non clos au 31 décembre. Donc voilà, tout ça fait que pour ça que ça prend un petit peu de temps, parce qu'on check tout pour vous accompagner au mieux possible sur tous ces éléments de situations qui sont différentes entre les uns et les autres, entre les évolutions de périmètre, entre les problématiques de recettes historiques erronées, entre notamment ceux qui n'ont pas reçu leur V6 ou notamment toutes les problématiques de séjours non clos, par exemple au 31 décembre. Voilà. Mais ça arrive. Merci Véronique. Alors il y a des questions un peu plus techniques. En fait, le webinaire, c'est vraiment sur la procédure qui est à suivre devant les TITSS. Alors il y a une question de Paolo. J'aimerais des précisions sur la contestation du non-financement de l'avenant 33, argumentaire. Alors l'argumentaire, je ne pourrais pas le donner parce que je ne l'ai pas encore, en fait, puisqu'ils doivent nous envoyer leur trame aujourd'hui, les avocats. Et donc voilà, après, ça va tenir au fait que ça n'est pas financé et que normalement, il aurait dû être mis en œuvre. Alors juridiquement, c'est compliqué, hein, c'est un argument qu'on soulève parce qu'il a une portée politique importante, mais en droit, on a très peu d'éléments auxquels se raccrocher, donc on verra ce que proposent les avocats. Sur la décision contestée pour l'avenant 33, en fait, c'est toutes les décisions qu'on a évoquées sur 2024. Donc l'arrêté MCO, MIGAC, éventuellement, c'est à l'urgence, dotation, urgence, l'arrêté dotation SMR 2024 et l'arrêté PSI 2024, puisque dans tous les cas, il n'y aura pas de financement des mesures salariales. Peut-être effectivement, Pascal a également une question qui est apparue, qui est un petit peu dans le prolongement, mais qui fera l'objet, je crois, d'une partie dédiée dans ton Oui, propos, Marion. oui, Donc, oui, il y a une question, donc effectivement, Pascal, une question sur la méthode d'évaluation de ce non-financement, à la fois pour l'inflation et pour l'avenant 33. Et donc, vous verrez dans la suite de la présentation qu'on a effectivement une méthode à vous proposer sur la base des éléments Roland-Berger, de l'étude Roland-Berger de cette année et sur la base des chiffrages de l'actuaire. Mais après, pareil, une question un peu technique, donc on y répondra plus tard. Donc, je vais passer à la suite de la présentation, si je l'ai. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, on a insisté là-dessus à plusieurs reprises que les délais de recours devant les TITSS sont particulièrement contraints et donc il faudra qu'on ait, nous, des remontées d'informations très, très rapides. Donc, soit au niveau des délégations régionales, soit au niveau de la FHP, avec donc l'alerte sur le fait que vous avez reçu les arrêtés à contester et puis pour pour nous transmettre quelques exemples, parce qu'il peut y avoir des différences qui sont liées à des particularités régionales et il peut y avoir aussi des différences ou des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et ça permettra d'adapter rapidement les recours types, parce que sinon on risque de ne pas être dans les délais. Sur la procédure devant le TITSS, donc le tribunal compétent, c'est le tribunal de la région dans laquelle l'établissement est implanté. C'est-à-dire que, par exemple, si votre établissement est implanté à Toulouse, il doit saisir le TITSS de Bordeaux, et même s'il appartient à un groupe dont le siège est situé à Paris. Parce qu'il n'y a pas des TITSS dans toutes les régions. Donc, vous voyez, vous avez la liste, là, il y en a 5 en tout. Vous avez leurs compétences territoriales, donc les régions
qui doivent déposer leur recours devant CTITSS. Bon, après, vous avez les différentes coordonnées. Vous aurez ce tableau dans la notice qui accompagnera les recours type pour vous aider à les remplir. La personne habilitée à saisir le TITSS, donc devant le TITSS, l'avocat n'est pas obligatoire et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'envisager les recours types. La contrainte de temps étant encore une fois très importante, il faut vérifier dès à présent que vous n'ayez pas besoin de mandat spécifique pour le représentant légal pour que l'établissement dépose un recours. Par exemple, donc c'est le représentant légal de l'établissement qui va pouvoir déposer le recours et signer le recours. Mais parfois, dans certains statuts, il peut y avoir des autorisations spécifiques pour agir en justice. Donc, il faut vous assurer dès à présent que ça n'est pas le cas ou si c'est le cas, prendre les mesures nécessaires pour permettre le dépôt de ces recours. Les délais, donc c'est un délai d'1 mois. Donc c'est un délai qu'on dit de rigueur, c'est-à-dire qu'il court à compter de la notification de l'arrêté. Dans le décompte, on ne compte pas le jour de la notification et on ne compte pas le jour de fin de l'échéance, le jour de fin de délai, s'il tombe un dimanche ou un jour férié. Par exemple, si vous avez un arrêté qui est notifié le 10 mai, le délai commence à courir le 11 mai et si le 11 juin, par exemple, tombe un dimanche, le délai expirera le 12 juin. Alors, la petite particularité sur laquelle il faut être particulièrement vigilant, c'est que le délai d'1 mois correspond non pas à la date limite d'envoi, mais à la date à laquelle le tribunal est censé recevoir le recours. Il faut donc prévoir quelques jours pour l'acheminement du recours. Alors, ce qu'on vous propose pour éviter toute difficulté, c'est d'envoyer sous format papier votre recours, puisqu'il n'y a pas de procédure dématérialisée devant les TITSS et de doubler cet envoi d'un envoi mail avec une copie du recours et des pièces jointes en expliquant que vous avez fait partir ce jour le recours par courrier. Alors, faire très attention aussi, c'est que c'est bien, on vous propose de doubler par un mail, c'est-à-dire que le mail ne pourra pas se substituer à l'envoi papier, on reste sur une procédure, comme j'ai dit, qui n'est pas encore dématérialisée. Et donc, du coup, il faut prévoir un petit temps supplémentaire pour que le courrier arrive au TITSS. Donc, par exemple, reprend l'exemple d'une notification du 10 mai, le délai de recours, c'est le 11 juin. Donc, on peut se fixer comme objectif de l'envoyer le jeudi de la semaine d'avant, le 6 juin, ou par là, pour laisser le temps à l'acheminement du recours. Je vais peut-être prendre des questions avant de passer aux conditions de saisine du TITSS. Ouais, Aude, il y a une question de Sophie Ouais, sur le périmètre ouais. justement de ce qui doit pouvoir faire l'objet d'un recours, et notamment sur le périmètre des subventions. En fait, sachant que je comprends dans le propos de Sophie le risque d'annulation de la dotation reçue, alors même que celle-ci ne prend pas en compte les effets de l'inflation et RH. Mais parce qu'en fait, on ne va pas contester celles qui sont sur l'arrêté. En fait, on va dire mon arrêté ne contient pas une dotation spécifique inflation ou une dotation spécifique abondance 33. Voilà. Donc, il n'y aura pas de risque sur les dotations existantes, on ne va pas les contester. Sauf pour l'APSI et le SMR s'il y a besoin de les contester. Mais en tout cas, celles qu'on ne souhaite pas contester, on ne les contestera pas. On va contester l'arrêté en tant qu'il ne prévoit pas une dotation, une HAC, en l'occurrence spécifique inflation, ou une HAC spécifique avant 30. Alors sur le périmètre, peut-être préciser, puisqu'en fait, Sophie pose la question de savoir quelles sont celles qui pourront faire l'objet d'un recours. Je te laisse répondre. Non, mais je comprends pas, pour moi j'ai répondu, donc pardon. En fait, c'est un seul arrêté sur lequel il y a les MIG et les HAC. Donc, c'est une seule décision à contester et on ne conteste pas spécifiquement chacune des lignes ou une des lignes, mais uniquement l'arrêté en tant qu'il ne prévoit pas une HAC spécifique inflation ou une HAC spécifique paiement 33. Est-ce que c'est clair? Donc, comme vous ne pouvez pas répondre, Oui, oui, si, si. on va considérer que oui.
Ah, merci Sophie. Oui. Ok, donc on va passer à la suite. Les conditions de saisine du TITSS. Euh, donc voilà, c'est un recours, donc comme je vous l'ai dit, ça doit encore être adressé en format papier. Alors, il y a une réforme des TITSS qui est en cours, donc bientôt ce sera plus le cas, mais pour l'instant c'est encore le cas. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y a 5 exemplaires à adresser, c'est-à-dire 5 exemplaires du recours et 5 exemplaires des pièces jointes au recours. Parmi les pièces jointes, ce qui est très important, c'est de joindre l'arrêté qu'on conteste, parce que sinon le recours ne sera pas recevable. Euh, voilà, donc alors il y aura aussi des exemples de chemises en fait pour organiser vos courriers qui seront proposés dans le cadre des notices. Donc, ce qui est important aussi, c'est de bien signer chacun des recours par le représentant légal. Alors, évidemment, on vous conseille d'adresser le recours par lettre recommandée avec accusé de réception hein, pour être sûr de la date d'envoi et de la date de réception. En principe, dans l'enveloppe, on va ajouter un courrier pour expliquer l'objet du recours et qui reprendra le numéro de recommandé. Bon, pour reprendre ce que j'ai déjà dit, hein, on vous conseille de doubler avec un envoi mail, ce qui fait qu'en synthèse, dans une même enveloppe, vous devrez envoyer un courrier d'accompagnement donnant l'objet du recours et comportant le numéro de recommandé, une chemise comportant 5 exemplaires du recours signé, 5 chemises comportant un exemplaire des pièces jointes au recours. Alors, je ne sais pas, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, contester qu'il n'y a pas DAC avenant 33, imaginons qu'on obtienne en quoi cela règle nos conditions d'exploitation déficitaires. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre la question. Donc, on va essayer d'obtenir un financement sur l'avenant 33 et sur l'inflation. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais... Alors ensuite, sur les modalités de rédaction de la requête, donc il y a 3 parties dans les requêtes. D'abord un exposé des faits, ensuite une partie discussion qui constitue le corps de la requête, et ensuite une partie conclusion. C'est ce qui est précédé en général de par ces motifs. Euh, donc la première partie qui comporte l'exposé des faits vise à ce que l'établissement explique sa situation, c'est-à-dire les raisons qui ont conduit l'établissement à déposer ce recours. Dans la présentation de l'établissement, qu'il est souvent plus facile de faire de manière chronologique. Toutes les pièces qui vous semblent utiles devront être produites, donc arrêté d'autorisation, décision tarifaire, etc. Donc voilà, donc il faudra bien présenter la situation de l'établissement et les raisons pour lesquelles aujourd'hui il fait ce recours. Dans la partie discussion, donc ce que je disais, c'est vraiment le corps du recours qui permettra de développer les moyens de droit qui soutiennent nos demandes. L'une des grandes particularités du TITSS est que pour que la requête soit recevable, elle doit préciser les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter son fonctionnement, son organisation et son fonctionnement au montant fixé par l'autorité de tarification. Alors, les règles qui régissent ces juridictions figurent dans le Code de l'action sociale et des familles. Et donc, cette rédaction correspond davantage à des établissements médico-sociaux qui fonctionnent avec des budgets qu'à des établissements de santé. Elle est néanmoins applicable à l'ensemble des établissements sanitaires et donc elle constitue bien une condition de recevabilité des recours, y compris pour nous. Et donc, il est particulièrement important d'indiquer un chiffrage le plus précis possible du besoin de financement en indiquant son impact sur le fonctionnement de l'établissement. La trame des recours vous aidera à faire cette démonstration et nous allons vous proposer une méthode de calcul simple s'agissant du sous-financement de l'inflation et du non-financement de l'avenant 33, ce sera nécessairement un peu moins simple sur toutes les questions qui ont trait aux réformes du financement psy et SMR, puisque plus particulier pour chacun des établissements. Donc, en synthèse, dans la discussion, il est impératif de chiffrer le besoin de financement, financement de l'avenant 33 et revalorisation
des suggestions de données. Alors, c'est compris dans l'avenant 33 en réalité. Et financement de l'inflation, expli- expliquer les conséquences de ce sous-financement sur l'activité de l'établissement, impossibilité de poursuivre certaines prises en charge, situation déficitaire qui n'est pas en mesure de surmonter, augmentation de la file d'activité avec diminution des financements, départ de personnel, etc. De justifier ces chiffres par la production de données et de documents à mettre en pièces jointes. Alors, je vais vous présenter les méthodes d'évaluation. Alors, sur la méthode d'évaluation pour l'inflation, en fait, donc, le cabinet Roland Berger nous a proposé, à partir de ses travaux, trois taux différents à appliquer en fonction du champ concerné. Et donc, ces taux donc, que vous voyez sur la ligne du bas du tableau, donc 1,27 en MCO, 1,30 en SMR et 1,23 en psy, sont à appliquer sur les recettes assurance maladie 2023. Donc, il faudra produire avec vos recours l'étude Roland Berger pour montrer que cette méthode ne sort pas de nulle part, mais est issue de ce rapport. Et sur la partie non-financement de l'avenant 33, donc l'actuaire a fait une évaluation avec un coût de transposition de l'avenant 33 qui correspondrait à 5,6% de la masse salariale brute chargée. Et là, c'est pareil, on vous fera parvenir un document pour que vous puissiez le produire dans le cadre des recours et qui justifie la méthode retenue en termes de calcul. Voilà, je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'on annexe un abstract ou l'intégralité de l'étude? Alors, je pense qu'on peut se contenter d'annexer la partie qui justifie, pour l'étude Roland-Berger, qui justifie l'utilisation de ces chiffres. D'ailleurs, la page du rapport utilisé est mentionnée, c'est en page 17. Après, on a une version courte aussi qui peut quand même être intéressante à produire en termes d'acculturation quand même des juges. Ça peut toujours nous servir. Donc moi, j'aurais tendance à dire, alors je sais qu'il y a 5 exemplaires à chaque fois, mais j'aurais tendance à dire de produire au moins la version courte. Voilà, je ne sais pas Bertrand ce que tu en penses, mais je pense que ça peut être quand même intéressant d'avoir l'ensemble de l'étude. On le mettra à disposition pour ceux qui ne l'auraient pas entre Mm. les mains. Effectivement, on le mettra dans le kit. Mm. Je continue. Alors non, Aude, il y a une question de Stéphane Ah. qui la question de savoir pourquoi on n'attaque pas aussi les arrêtés tarifaires eux-mêmes. Il faut le rassurer. Ah, c'est l'arrêté tarifaire qu'on attaque. Oui. Non, non, c'est bien, ce sont bien les arrêtés tarifaires qu'on attaque. Alors, je pense que dans la question de Stéphane, il y a en fait la séparation à faire entre ce qu'on va attaquer au niveau national, effectivement, devant le Conseil d'État, sur l'ensemble des Ah, textes fondateurs, et puis après, effectivement, il y a les arrêtés individuels. ah oui, j'avais pas vu. Alors peut-être, Aude, je peux essayer de répondre. Je vois qu'il y a des questions SMR. Je vais Alors, peut-être répondre d'abord sur la question là, et puis après tu répondras sur la scène, si tu veux bien. Sur les vas-y, députés vas-y. nationaux qu'on attaque, en fait, on l'a pas mis, donc c'est ce qu'on disait au début, on l'a pas mis dans cette présentation. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir une méthodologie de saisine des TITSS et d'expliquer un petit peu la stratégie globale. Mais sinon, bien sûr, on attaque les arrêtés tarifaires nationaux, la fédération. Donc là, on attaque les arrêtés tarifaires MCO et SMR et les arrêtés qui fixent les OD, puisque les arrêtés tarifaires découlent des OD, donc dans les trois champs, MCO, SMR et PSI. Et sur la partie en fait FHP, coordonnée par la FHP, on attaquera aussi l'arrêté de répartition régionale qui précède la première circulaire budgétaire et la première circulaire budgétaire. Et un recours gracieux sur la C4 pour l'instant, parce que, on a assez peu de moyens, donc sur la non-restitution de la sous-exécution. L'an dernier, on l'avait attaqué aussi, mais l'an dernier, donc comme la C4 concernait encore 2022, on avait au moins le protocole de pluriannualité qui s'appliquait. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. Donc on va commencer par un recours gracieux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et sur les recours nationaux, en complément de ce que tu viens de dire, Aude, nous, on va attaquer la C4 bis
quand elle sera sortie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a déjà attaqué en amont, bon, on a déjà à peu près tout attaqué, nous, mais on a attaqué également l'arrêté tarifaire de décembre 2023, puisque nous avions exceptionnellement, au regard de la réforme, 2 arrêtés tarifaires en 2023, et notamment celui de décembre qui bougeait pour la première fois avec nos premiers tarifs nationaux. Donc tous ces moyens-là, et notamment ceux du périmètre, pour répondre, ont été déjà soulevés, ainsi que sur les problématiques de modalités de calcul et des coefficients et des tarifs. Merci, Laurie. Alors maintenant, on passe à la partie, une fois que vous aurez déposé vos recours, donc la manière dont le tribunal instruit ses recours. Donc une fois qu'il l'a reçu, il va donner un numéro de dossier, un numéro de recours au recours. Il le transmet normalement immédiatement à l'ARS pour qu'elle puisse préparer sa défense. Contrairement à la procédure devant le tribunal administratif, la procédure devant le TITSS est elle aussi encadrée par des délais contraints, puisque l'ARS ne dispose que de 45 jours pour répondre, et ces 45 jours sont renouvelables une fois, ce qui porte le délai maximum à 90 jours, donc 3 mois, pour répondre. Donc, comme il y aura probablement un volume important de recours, les tribunaux ne vont probablement pas suivre la procédure de manière aussi serrée. Donc, il nous appartiendra en fait d'envoyer des courriers pour demander au président du tribunal de mettre en demeure l'ARS de produire. C'est-à-dire il faudra suivre ce délai de 90 jours et au terme de ce délai, envoyer au tribunal un courrier lui demandant de mettre en demeure l'ARS de produire. Il y aura un modèle de courrier qui sera fourni avec la notice dont on a déjà parlé. Voilà. Une fois que l'ARS a été mis en demeure de produire, elle n'a plus qu'un mois pour répondre. Donc voilà, donc on est sur un délai quand même assez court. On a 4 mois maximum pour l'ARS. Et donc, ça va l'obliger à répondre dans une période où elle est déjà fortement mobilisée sur la réforme des autorisations ou sur la préparation des JO. Alors, peut-être un peu moins là, d'ici 4 mois, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors après, nous, on a encore un mois pour répondre, mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais elle n'a pas le temps de répondre, si elle ne répond pas, elle ne produit pas de mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. C'est pour ça qu'on a aussi intérêt à accélérer la procédure. Donc, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de remise en cause du chiffrage et de l'impact de l'absence de financement sur l'établissement, par exemple, puisque ce ne sera pas contredit. Donc, l'établissement dispose d'un délai d'1 mois pour produire son mémoire en réplique. Donc, l'instruction est close, soit s'il a produit son mémoire dans le délai, donc une fois que le tribunal a réceptionné son mémoire en réplique, soit à l'issue de ce délai d'1 mois. Si jamais l'établissement adresse sa réplique au-delà de ce délai d'1 mois, là, ça appartient au tribunal qui pourra soit décider de le prendre en compte, soit ne pas le prendre en compte parce que c'est au-delà du délai d'1 mois. Donc, il faudra faire attention aussi s'il y a des répliques, si on arrive jusqu'à ce stade de la procédure. Une fois que l'instruction est close, le tribunal fixe une date d'audience. Il adresse un courrier pour demander à l'établissement s'il y a eu des décisions financières depuis l'introduction du recours qui peuvent avoir un impact sur la solution du litige. Et le jour de l'audience, l'établissement peut présenter des observations. Alors, faire attention parce que les observations interviennent avant les conclusions du commissaire du gouvernement, puisqu'on est encore sur un régime ancien de procédure administrative. Et donc le commissaire du gouvernement est là pour expliquer le dossier aux magistrats qui siègent et donc leur donner son avis sur le niveau. Non, alors il y a quelqu'un qui pose la question, toujours pas besoin d'avocat. On va vous expliquer, je vais finir de l'expliquer. Il n'y a toujours pas besoin d'avocat au niveau du tribunal. Donc vous aurez les conclusions du commissaire du gouvernement avant. Alors, le problème, c'est que quand il conclut avant, on n'a pas la possibilité non, alors, non, quand il conclut après c'est nous qui faisions, pardon, c'est nous qui faisons nos remarques avant. Et donc, on n'a pas la possibilité de rebondir sur les éventuels arguments qui pourraient exposer contre notre recours. Donc, ça, c'est un peu problématique dans le cadre de cette procédure.
Et c'est la raison pour laquelle il peut être intéressant de produire une note en délibéré. Donc, une fois que vous aurez présenté vos observations, le commissaire du gouvernement, s'il y a des arguments qui s'opposent à l'accueil du recours, pouvoir ensuite répondre dans le cadre d'une note en délibéré, donc écrite. Donc, il n'y a pas besoin d'avocat. Néanmoins, dans les forfaits qu'on a proposés, les avocats auront la possibilité, si vous prenez le forfait, de vous accompagner à l'audience. Alors, ils ne seront pas constitués, sauf s'ils se constituent en cours d'instruction, mais ils peuvent très bien vous accompagner à l'audience pour pouvoir justement répondre à ces moyens qui seront mis en avant par le commissaire du gouvernement dans le cadre de la note en délibéré. Finalement, il n'y a pas tellement d'intérêt à ce qu'ils prennent la parole à l'oral parce qu'en fait, comme on intervient avant, on va redire ce qu'il y a dans le recours et on ne pourra pas répondre à ce que va dire le commissaire du gouvernement. Donc l'intérêt, c'est plutôt d'être capable de le faire après dans le cadre d'une note non délibérée écrite. Voilà. Donc on arrive au terme de ce webinaire. Donc sur les étapes essentielles à retenir dès maintenant. Donc, il faudra chiffrer dès à présent le besoin de financement de manière précise si c'est possible et à défaut selon la méthode qu'on vous a proposée. Préparer dès à présent un descriptif des activités de l'établissement et de ses difficultés. Alerter dès réception les délégations régionales ou la FHP de la notification des arrêtés, puisque voilà, nous, il faut vraiment qu'on soit au courant le plus vite possible parce que même si on a commencé à préparer des trames, il y aura nécessairement des choses à compléter et à adapter. Il faudra aussi estimer les besoins de financement complémentaires quand vous aurez reçu vos arrêtés psy et SMR sur les parties réformes du financement et les ajouter à l'estimation initiale. Compléter le recours type qui vous sera proposé, éventuellement le faire relire à l'un des cabinets d'avocats qui travaillent sur cette mission et adresser le recours signé en 5 exemplaires, donc le recours plus les pièces jointes, dont, très important, l'arrêté contesté, au TITSS et si possible 5 jours avant le terme du délai de recours. Doubler ce courrier d'un envoi mail et ensuite être vigilant à l'instruction de la procédure par le TITSS et adresser un courrier 90 jours avant le dépôt de la requête pour demander, après le dépôt de la requête, pour demander à ce que le juge mette en demeure l'ARS de conclure. Voilà, donc on vous adressera donc tous les éléments, donc à savoir la notice dont on a parlé, les pièces qui vont soutenir la méthode qui a été proposée sur les calculs, donc le rapport Roland-Berger dans sa version courte et le calcul de l'actuaire qui justifie l'évaluation de l'actuaire. Donc dans la notice, vous aurez tous les éléments pour compléter le recours et également les modèles de courrier. Et puis, on vous adressera aussi les coordonnées des cabinets d'avocats avec les éléments qui ont été discutés dans le cadre des conventions qu'on a conclues avec eux pour que les établissements bénéficient de forfaits sur les différentes parties, les différentes étapes de l'instruction. Bon, comme disait Lamine, c'est très bizarre de ne pas avoir de personne en face, mais on va dire que tout va bien du coup. Bertrand, tu veux dire quelque chose? Non, mais te remercie, remercie tout le monde. Il y a juste une dernière question. Alors, Linda, je ne sais pas si tu es avec nous sur les modèles, puisqu'effectivement, on revient sur le propos liminaire pour rassurer tout le monde. On était bien, effectivement, là, dans le propos de Aude, on était bien sur la campagne 2024. Pour autant, Linda et Véronique ont bien identifié les atterrissages 2023 en cours. Peut-être revenir en 2 mots le fait que la FHP, LCMR et PSI sont bien effectivement aujourd'hui in progress sur le travail pour venir accompagner l'établissement sur les dernières circulaires de l'année 2023. Oui, peut-être pour compléter Bertrand, c'est vrai que la complexité est qu'en fait, vu que les textes ne prévoient rien et qu'en fait, on reçoit les textes de manière finalement et à la fois très tardive et de manière désorganisée, puisque le coefficient horaire pour nous SMR finalement s'intègre dans la C1 et donc aurait dû théoriquement arriver après la C4 bis, et ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour que tout le monde s'y retrouve.
On essaye de faire au mieux. Je vois qu'il y a juste deux réponses auxquelles j'ai pas répondu sur le SMR. Donc, je vous dis simplement, alors pour Xavier Delannoy, oui, le coefficient, le recours contentieux, c'est ce que je disais, hein, il est prévu, il est en cours, vous devriez le recevoir soit d'ici ce soir, soit au maximum jeudi. Sur la contradiction dans le mode de calcul, vous verrez, on vous a mis justement dans le projet à la fois le calcul de la DGOS et à la fois on a une ARS qui est venue apporter des précisions, donc on vous le met aussi pour essayer de vous aider. Sur la hausse d'activité, ben, c'est extrêmement compliqué pour la dotation populationnelle puisqu'elle n'est pas censée en tenir compte. On l'a contesté et on continue à le contester dans le cadre de nos recours nationaux. Évidemment, il faudra malgré tout ne pas hésiter à le mettre et l'ajouter dans vos recours individuels. La difficulté est que les textes ne le prévoient pas, donc il est effectivement très possible que le juge ne suive pas en disant bah, le texte ne le prévoit pas. Donc on est en train également de discuter avec la DGOS pour essayer d'avoir à minima une méthodologie qui soit commune à toutes les ARS pour qu'on ait bah, la même chose à peu près pour tout le monde. Mais évidemment, ça fait partie d'un des points majeurs. On a fait une étude de Langberger là-dessus qui montre qu'on a quand même un efficient qui est très très important en SMR. Et donc, ça fait partie des points sur lesquels on se bat pour essayer d'obtenir des enveloppes complémentaires là-dessus. Même si à ce stade, on n'a pas de réponse concrète encore à vous donner, mais évidemment, il faudra de toute façon, voilà, que vous le rajoutiez vous dans vos recours. Je vais compléter aussi, puisque Mm. nous, comme Eric, j'ai bien vu ta demande, l'objectif c'est de pouvoir vous les envoyer là très rapidement, aujourd'hui ou demain, on est en train d'atterrir hein, sur les modèles. Euh, L'idée, c'est aussi, nous, sur la psychiatrie, c'est un petit peu différent parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on vous notifie des compartiments, mais on n'a pas de visibilité sur leur construction. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, notamment sur le niveau de la sécurisation. S'il faut comparer certains établissements, vos notifications définitives 2023, elles peuvent être inférieures à celles de 2022, ce qui n'était pas le principe de la sécurisation normalement. Il y a aussi sur la reconduction 2024, est-ce que, ils ont bien repris la définitive 2023 et pas l'intermédiaire? Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on a identifiés. L'objectif étant pour nous, et c'est aussi des discussions qu'on mène auprès du ministère aujourd'hui, c'est d'avoir de la visibilité sur les modes de calcul, de connaître comment ça a été fait et comment ça a été réparti. C'est assez compliqué d'avoir des réponses claires. En tout cas, on le porte. Et c'est aussi l'idée de ces recours, c'est de les pousser à plus de transparence, à plus de visibilité, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il y a des fonds qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi, des petits euros qui disparaissent de ci, de là, entre deux notifications quand on fait les sommes des enveloppes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de pousser à avoir de la transparence et de leur dire qu'aujourd'hui, ça ne couvre pas les besoins et surtout quand d'une année sur l'autre, les effets champs qui ne sont pas couverts, c'est cumulatif d'une année à l'autre et c'est pour ça que dans ces modèles, on a essayé de réfléchir sur des façons de chiffrer simples, assez basiques, hein, j'ai envie de dire, les charges d'un côté, les recettes de l'autre pour que ça soit une lecture facile pour les tribunaux de comprendre en quoi il y a une insuffisance de financement et donc de pousser les ARS, mais aussi le ministère, sur cette transparence et cette identification des modalités de financement et surtout comment d'une année à l'autre, en fait, on cumule la partie qui n'est pas financée. Donc voilà, l'objectif est de pouvoir vous l'envoyer aujourd'hui ou demain, après-demain maximum, puisque demain c'est férié. Mais voilà, que vous les ayez là dans les prochains jours avec justement, et ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, on sait qu'il y en a qui ça a été notifié, je crois que c'est en Occitanie, c'était notifié le 11 avril, donc ça fait pour le 11 mai, comme l'a expliqué Aude, c'est-à-dire qu'il faut que ça arrive au tribunal pour le 11 mai, les délais vont être extrêmement courts et peut-être trop courts, donc peut-être privilégier un recours gracieux de rapport pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Merci, Linda. Il y a une question aussi sur le délai de 45 jours renouvelable pour l'ARS. Alors, je ne connais pas la personne qui a répondu, mais elle a parfaitement répondu. Donc, c'est un délai. Donc effectivement, il faudra que l'ARS demande à renouveler ce délai de 45 jours. Ça ne se prolongera pas tout seul. Une question aussi, Aude, sur la convention avec les avocats. Oui.
Alors, Bertrand évoque effectivement qu'on parle de forfait avec ou sans avocat. Non, on a une convention. Cadre. Voilà. Peut-être reprendre effectivement le cadre conventionnel avec les avocats tel qu'il a été pris. Oui, alors nous, oui, on a présenté les tarifs tout à l'heure, donc je vais le redire. Donc, on a demandé aux avocats donc, de proposer des recours types et aussi de conclure dans le cadre de notre convention un cadre qui sera applicable aux établissements adhérents de la FHP et qui leur permettra de bénéficier de forfaits pour les différentes étapes. Alors, on a souhaité individualiser les étapes pour qu'il n'y ait pas l'obligation d'avoir un accompagnement complet. En plus, l'objectif quand même de ces recours, c'est aussi de faire levier pour avoir une négociation au niveau politique. Donc voilà, on n'a pas de certitude sur le fait que ça ira au bout ou non. Donc du coup, ce qu'ils nous ont proposé, c'est d'avoir un forfait de relecture euh, des recours complétés et donc de permettre d'accompagner l'établissement pour être sûr que le recours est correctement complété, etc. Même si, je le redis, il y aura une notice quand même très très claire sur la manière dont on complète les recours. Donc ce forfait, il a été conclu à 400 euros hors taxe. Ensuite, il y aura un forfait qui s'appliquera pour les éventuelles répliques, mémoire en réplique. Donc là, l'évaluation était un peu plus difficile parce que ça va vraiment dépendre des arguments qui seront développés dans les mémoires en défense des ARS. Mais donc, ils nous ont proposé néanmoins un forfait de 700 euros hors taxe par réplique. Et ensuite, la possibilité d'avoir un forfait d'accompagnement à l'audience pour, comme je le disais tout à l'heure, avoir la possibilité de produire une note en délibéré à l'issue de cette audience et de rebondir sur les arguments qui auront été développés par le commissaire du gouvernement si jamais ils nous sont défavorables. Et donc cet accompagnement a été évalué à 400 euros hors taxe. Donc ça, c'est dans le cadre de l'utilisation des recours types. Vous avez bien sûr la possibilité de solliciter directement un cabinet d'avocats pour qu'il vous accompagne dans ces démarches. Après, après, il y a des possibilités aussi qui n'ont pas été prévues, mais qui pourront permettre, soit, si vous souhaitez, donc, être représenté par l'avocat, donc avoir la possibilité de le faire se constituer si vous choisissez en cours d'instance. Ben, voilà. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a prévu, ce sont ces forfaits-là, donc relecture, mémoire en réplique et accompagnement à l'audience. Alors, j'ai une question Donc, on attaque nos arrêtés tarifaires individuels. Peut-on en parallèle demander à chaque ARS la transparence sur l'attribution des enveloppes MIGAC et FIR au niveau régional pour 2023, par exemple? Oui, hein, bien sûr. Bien sûr qu'on peut le faire. De toute façon, ça fait partie quand même des axes généraux, comme le disait Linda tout à l'heure, hein, cette demande de transparence. Et même au niveau des recours nationaux, notre objectif, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe dans le shaker et de voir, de voir comment sont calculés les tarifs et donc d'obliger le ministère à nous fournir les éléments de calcul détaillés. Donc, on a déjà demandé dans le cadre de l'arrêté tarifaire SMR 2023 la méthode de calcul du coefficient CICE. Comme le ministère ne nous a pas répondu, on a saisi la CADA. Donc depuis, le ministère nous a répondu, mais il nous a répondu à côté. Donc on va de nouveau questionner le ministère. Et même chose sur les arrêtés tarifaires MCO et SMR. Donc on va demander les éléments de construction des tarifs et de la même manière, si on n'a pas de réponse, saisir la CADA, ce qui nous permettra devant le Conseil d'État de demander au juge d'enjoindre le ministère de nous produire ces éléments avec l'appui des avis CADA, puisque une fois que les décisions sont publiées, ce sont des éléments qui sont tout à fait communicables. Alors, j'ai pas bien compris la question. Il y a une... Ah non, ah non, alors je comprends pas pourquoi j'ai des questions qui reviennent, qui ont déjà été traitées, donc c'est pas grave. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si Véronique, Linda ou Bertrand, vous avez des choses à ajouter. Non, pas des petits noms de la tête. Bah, Donc, juste que, évidemment, faut pas hésiter à nous contacter pour avoir des informations, des explications. Nous, on prévoit de faire donc le message avec les modèles de recours là, donc
dans les prochains, aujourd'hui ou demain, comme ça a été dit, mais donc il y aura un message adhérent hein, qui sera fait. Faut vraiment pas hésiter à venir vers moi, à nous interroger et s'il y a des questions ou des interrogations. Et juste, je complète le propos de Aude où nous avons pour les C4 eu la même négociation. On a utilisé la négociation de Aude avec le cabinet CBA pour les accompagnements juridiques avec les mêmes tarifs pour la C4. Merci, Linda. Bon, bah, merci à tous de votre participation. J'espère que tout aura été clair. Et comme le disait Linda, n'hésitez pas à nous saisir si vous avez des questions. Et puis surtout à nous transmettre les décisions dès que vous les avez pour qu'on puisse actionner rapidement les recours et puis les compléter, les modifier en cas de besoin. Merci beaucoup. Oui, les slides seront transmis évidemment à l'issue du webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée.